va travailler comme médecin dans la rue. Mon ex-mari m'a crié devant le tribunal, après avoir pris tout ce que j'avais jamais eu. Ce jour-là, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Et j'ai juste souri. Ce soir encore, je reste tard. Chirurgie neurovasculaire d'urgence, a dit Grégoire, sans me regarder dans les yeux. Il a attrapé ses clés, a jeté un coup d'œil rapide à son téléphone, puis est sorti comme si j'étais une ombre à laquelle il s'était habitué à ignorer. C'était la 3e urgence de la semaine. Pourtant, j'ai préparé le dîner. À 45 ans, je pensais avoir tout ce que la vie pouvait offrir. J'étais le docteur Hélène Dubois, l'une des meilleures chirurgiennes microvasculaires de Bordeaux, en Aquitaine. Ma carrière était stable. Mes patients me faisaient confiance. Et je rentrais chaque soir dans une maison qui sentait le foyer. Romarin, huile de lavande, polish citronnée pour le sol. C'était la même maison à 2 étages que Grégoire et moi avions achetée il y a 20 ans. À l'époque, cela ressemblait à une promesse, à un avenir. Grégoire était aussi chirurgien. Neurochirurgien, charmant, magnétique, le genre d'homme que les gens remarquaient dès qu'il entrait dans une pièce. Moi, par contre, j'étais la discrète, celle qui restait dans l'ombre. Main ferme, longues heures, sans éclat. Nous avions construit notre vie sur un rythme. Café matinal dans des mugs assortis, baiser pressé sur le porche, revue de cas à minuit, le réconfort tacite de quelqu'un qui vous attend toujours à la maison. Notre fils Jules avait déjà déménagé, travaillant à Lyon, appelant 1 ou 2 fois par semaine. La maison était devenue silencieuse. Oui, mais c'était un silence chaleureux. Familier? Du moins, je le croyais. Les premières fissures furent subtiles. Grégoire commença à rentrer plus tard. Sans explication. Son sourire se fit plus mince. Nos dîners devinrent plus silencieux. Il arrêta de me demander comment s'était passée ma journée. Il cessa de remarquer quand je ne répondais pas. Je me disais que c'était le stress. Les chirurgiens s'épuisent. Peut-être avait-il besoin d'espace. Alors, je lui en accordai. Mais ensuite vint le jour qui changea tout. C'était un mercredi, nuageux. Je m'en souviens car j'avais oublié mon parapluie et je me suis fait surprendre par la pluie en marchant de l'hôpital à ma voiture. Quand je suis retourné à l'aile chirurgicale, quelqu'un avait laissé une enveloppe sur mon bureau. Pas de nom, juste mon nom écrit dans une calligraphie que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, une unique note. Tu mérites de connaître la vérité. Il n'était pas de garde hier soir. Mon cœur s'est arrêté une seconde. La veille, Grégoire avait dit qu'il serait toute la nuit à l'hôpital. J'avais même préparé son thermos préféré, mais quelqu'un de l'hôpital avait pris le risque de me dire le contraire. Je suis resté assise là pendant 20 minutes, fixant la note, essayant de rationaliser n'importe quoi. Peut-être qu'il y avait une erreur. Peut-être qu'il avait échangé ses gardes. Peut-être que quelqu'un essayait de nous nuire. Mais au fond, je le savais. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai regardé notre vie. Nos serviettes assorties, les photos de Paris, les verres à vin que nous avions reçus en cadeau de mariage. Tout semblait soudainement mis en scène, comme des accessoires sur un plateau où le spectacle était déjà terminé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu que Grégoire rentre. J'ai regardé l'horloge tourner passer minuit. À 2h14, j'ai entendu la porte du garage. Il est entré, a enlevé ses chaussures et s'est dirigé vers l'étage sans un mot. Je sais, ai-je dit doucement. Il s'est arrêté. Non, quoi? Que tu n'étais pas de garde. Il n'a même pas fait semblant. Il m'a juste regardé avec agacement, comme si j'avais gâché sa soirée. Puis il a dit, tu veux vraiment faire ça maintenant? Et c'est là que je l'ai vu. La ligne de sa mâchoire, le changement dans sa posture, pas de culpabilité, pas de regret, juste de l'irritation. Les mots suivants qu'il allait prononcer allaient tout changer. Mais je n'étais pas encore prête à les entendre. Pas encore. Le lendemain matin, il n'en a pas reparlé. Il a beurré son toast comme d'habitude, bu son café en silence, lu des emails sur son téléphone, comme si la nuit précédente n'avait pas eu lieu, comme si notre vie était toujours intacte, comme si je n'avais pas juste trouvé le premier fil lâche dans tout ce que nous avions construit. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Je veux savoir qui elle est, ai-je dit, sans même lever les yeux de mon thé. Grégoire n'a pas tressailli. Il a posé sa tasse, a croisé les bras et a soupiré comme un homme fatigué de prolonger l'inévitable.
Elle s'appelle Sophie, a-t-il dit. Elle est plus jeune, pas compliquée, pas de carrière à laquelle s'obstiner, pas de pression, pas d'attente. Il parlait comme s'il listait les caractéristiques d'une voiture d'occasion, comme si j'étais le problème. Trop ambitieuse, trop sérieuse, trop. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé les roulés à la cannelle qui refroidissait sur le comptoir. Ce que j'avais préparé en me levant tôt, essayant toujours, même dans ma confusion. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Quelques mois, a-t-il répondu comme si cela ne signifiait rien. Écoute, Hélène, ce n'est pas que je ne tiens pas à toi. Je ne veux plus de ça. Ça ne marche pas. Notre mariage ressemblait à un abonnement qu'il avait oublié d'annuler. Je ne pouvais pas respirer. J'ai quitté la maison cet après-midi-là, j'ai fait ma valise, quelques vêtements, mon stéthoscope. Je me souviens avoir regardé la vie que nous avions construite, les photos encadrées de notre mariage, la bibliothèque que nous avions construite ensemble un week-end pluvieux, le chien en céramique que Jules avait fait en 2e année. J'ai tout laissé derrière moi. Je suis resté dans une location à court terme près du quartier historique. C'était petit, trop cher, et ça sentait l'eau de Javel, mais c'était à moi, et c'était calme. J'ai attendu une semaine avant de contacter un avocat. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste la paix, une clôture. Je croyais bêtement que Grégoire et moi pouvions être civilisés, qu'après tout, nous allions nous partager nos biens équitablement, passer à autre chose. Je suis resté dans une location à court terme près du quartier Saint-Michel. C'était petit, trop cher, et ça sentait l'eau de Javel, mais c'était à moi, et c'était calme. J'ai attendu une semaine avant de contacter un avocat. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste la paix, une clôture. Je croyais bêtement que Grégoire et moi pouvions être civilisés, qu'après tout, nous allions nous partager nos biens équitablement, passer à autre chose. Je n'ai pas compris qu'il avait déjà préparé sa stratégie finale. Cela a commencé par un appel de l'assistante de mon avocat. Docteur Dubois, a-t-elle dit prudemment, nous avons du mal à accéder aux relevés financiers. Il semble que plusieurs comptes aient été transférés. Grégoire avait vidé les comptes joints, déplacé les investissements. Même la maison que nous partagions, notre foyer, avait été discrètement transférée à son nom 6 mois avant qu'il ne prononce le mot divorce. 6 mois. Il avait planifié cela stratégiquement, froidement, comme une intervention chirurgicale avec un seul objectif, se débarrasser de la responsabilité et partir sans encombre. Le jour du procès est arrivé rapidement. Je me suis tenu devant un juge, croyant que la vérité me protégerait. Je pensais que notre histoire, nos années ensemble, notre enfant commun devait avoir une signification. Mais les avocats de Grégoire m'ont dépeinte comme la femme amère et instable, essayant de s'accrocher à des biens qui n'avaient jamais été les miens. Ils ont évoqué mes longues heures de travail, mon absence lors des fêtes de famille, mon détachement. Je suis resté assise là pendant qu'ils disséquaient ma vie comme un diagnostic. Lorsque le juge a lu le verdict final, mes mains se sont engourdies. Grégoire a tout gardé. La maison, les économies, même un terrain à Beaumont que mes parents m'avaient laissé. Selon le tribunal, tout était légal, tout était documenté, tout était signé par moi, parce que je lui avais fait confiance. Je suis sorti du palais de justice étourdi, pas par colère, mais par incrédulité pure. Grégoire est passé devant moi sans un regard, et alors qu'il se penchait pour parler, je me suis préparé à la cruauté. Mais c'était pire que ça. Reste en dehors de ma vie, a-t-il murmuré, puis il s'est éloigné comme si j'avais déjà disparu. Je n'ai pas pleuré sur les marches du palais de justice. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas poursuivi, je n'ai pas imploré quelque chose qu'il n'avait plus l'intention de donner. Je suis juste resté là, serrant le dossier que mon avocat m'avait donné, rempli de jargon juridique qui aurait aussi bien pu être écrit dans une langue étrangère, des mots qui se traduisaient simplement par ceci, tu as perdu. Je me souviens avoir marché dans le centre-ville de Bordeaux cet après-midi-là, comme dans un brouillard. Des touristes prenaient des selfies devant les anciennes grilles en fer forgé de la cathédrale Saint-André. Un artiste de rue jouait du jazz au bord de la Garonne. Le monde continuait de tourner comme si rien n'avait changé. Mais en moi, tout avait changé. La maison n'était plus à moi. L'argent que je pensais avoir mis de côté pour la retraite, disparut. Le chalet que mon père avait construit de ses propres mains. Celui niché derrière les chênes à Beaumont, transféré au nom de Grégoire il y a 1 an. Tout cela signé, par confiance, par amour, par aveuglement.
J'avais toujours cru être une personne prudente, une femme de logique. Je vérifiais 2 fois les prescriptions, je vérifiais 3 fois les plans chirurgicaux, mais je n'avais jamais pensé à vérifier 2 fois mon mari. C'était mon vrai échec. L'appartement de location où je suis rentré ce soir-là semblait plus froid que jamais. Pas de photos au mur, pas d'odeur de thym ou de cannelle, juste le silence et le bourdonnement lancinant d'un réfrigérateur vide. J'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai versé un verre, me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le mur jusqu'au coucher du soleil. Pendant des jours, j'ai flotté à travers mes gardes comme un fantôme. J'opérais. Je souriais. Je donnais de l'espoir aux patients, mais à l'intérieur, quelque chose en moi s'était éteint. Un fusible avait sauté, et je ne savais pas comment le remplacer. Une nuit, après une chirurgie de 16 heures, je me suis effondré dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Plus par habitude que par but. C'est là que je l'ai vu. Une publication partagée par une infirmière sur le tableau du personnel de l'hôpital. Cercle de lecture hebdomadaire, un espace pour les histoires, les pensées et la compagnie silencieuse. Nous nous rencontrons en ligne le mercredi à 20 h. Les nouveaux lecteurs sont les bienvenus. Normalement, j'aurais fait défiler. J'étais une scientifique, pas une conteuse. Mais cette nuit-là, quelque chose dans le mot silencieuse m'a appelé. J'ai rejoint. Lors de la première session, je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé des rangées d'étrangers dans de petites cases carrées, des visages éclairés par des lampes de bureau, des verres de thé à la main, parlant de lignes qui les avaient marqués dans des romans que je n'avais jamais lus. Le nom d'un homme apparaissait souvent dans le chat. Samuel Leclerc. Il ne parlait pas non plus, mais les gens citaient ses écrits avec révérence, des mots doux et lancinants sur la solitude, sur la survie à quelque chose d'inavoué. Ces histoires n'étaient pas tapées à accent grave-l'œil. Elles n'offraient pas de solution. Elles comprenaient simplement. Le lendemain, j'ai cherché d'autres de ses travaux. J'en ai lu 3, puis 5, puis 7. Je ne pouvais pas m'arrêter. Il y avait une ligne que je relisais encore et encore. Certaines blessures ne saignent pas, elles font juste écho. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ouvert une bouteille de vin. J'ai ouvert mon ordinateur portable, trouvé son profil, et j'ai écrit un message. Vos histoires donnent l'impression d'être dans une pièce silencieuse qui dit enfin, je vous vois. Merci. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais elle est venue quelques minutes plus tard. Merci. La plupart des gens ne le disent pas à voix haute. Laquelle vous a le plus parlé? J'ai fixé le curseur clignotant pendant un long moment. Puis j'ai répondu et pour la première fois depuis avoir tout perdu, j'ai dit quelque chose d'honnête. Toutes, mais surtout celles où les gens recommencent, car je pense que je vais devoir le faire. L'appartement avait des murs beiges et des sols stratifiés qui craquaient, aussi doucement que je marchais. Le chauffage près de la fenêtre crachotait comme s'il avait de l'asthme. Il y avait une odeur persistante de javel dans l'air, comme si quelqu'un avait essayé trop fort d'effacer ce qui était avant. Pourtant, c'était à moi. Ou du moins, c'était ce qu'il me restait. Chaque soir, je rentrais dans le même fauteuil, le même silence, la même solitude lancinante. Je remplissais mes journées avec des chirurgies et des dossiers de patients, pensant que peut-être l'épuisement pourrait noyer le chagrin. Mais la nuit, tout ralentissait. Le temps s'étendait. La mémoire remplissait chaque espace. C'est à ce moment-là que les conversations avec Samuel ont commencé à avoir de l'importance. Je ne savais pas grand-chose de lui. Ni où il vivait, ni ce qu'il faisait dans la vie, ni même son vrai nom. Tout ce que j'avais, c'était ses mots, et quelque chose en eux semblait solide, sans fioriture, mais honnête. Il ne posait pas de questions. Il ne voulait pas de réponse. Il n'offrait pas de platitude. Il écoutait. Et quand il parlait, ce n'était jamais plus que nécessaire. Nous parlions de livres au début, Tolstoï, Baldwin, Morrison, mais nos messages ont lentement dérivé au-delà des pages. Je lui ai dit que j'étais chirurgienne. Il m'a dit qu'il écrivait sous son vrai nom mais qu'il ne le faisait plus. Il disait que la publication faisait des mots une monnaie, pas une catharsis. Je lui ai dit que je comprenais cela. Une nuit, après une garde particulièrement longue, je suis rentré chez moi et je me suis effondré dans le fauteuil avec une tasse de tisane à la menthe. J'ai ouvert notre discussion et j'ai tapé « Avez-vous l'impression que votre vie continue, mais que vous n'en faites plus vraiment partie ?» Il a répondu presque instantanément. « Oui, la plupart du temps. »
Mais ensuite, je trouve une petite chose qui me rappelle que je suis toujours là. Une boisson chaude. Un arbre qui fleurit avec obstination. Une phrase qui tombe juste. Parfois, cela suffit. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Puis j'ai écrit, mon mari a tout pris. La maison, les économies, même la terre de ma famille. Il a dit, reste en dehors de ma vie. Comme si je n'en avais jamais fait partie. Il y a eu une pause. 3 points ont clignoté sur l'écran. Je suis désolé, a-t-il finalement écrit. Tu ne méritais pas ça. C'était la phrase la plus simple, mais elle a fait craquer quelque chose en moi. Je n'ai pas pleuré. Pas alors. Mais j'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Le genre de chaleur qui vous fait savoir que votre cœur fonctionne toujours, même s'il est endolori. Après cela, nos messages sont arrivés plus souvent, dans les heures calmes après le travail, pendant le café du matin, parfois au milieu de la journée quand j'avais besoin de sortir de la routine et de reprendre mon souffle. Samuel est devenu une habitude que je ne voulais pas abandonner. Et il n'a jamais demandé plus que ce que je pouvais donner. Jamais forcé, juste présent. À un moment où même moi je n'étais pas sûr de valoir la peine qu'on me témoigne de l'attention. Une nuit, alors que la pluie battait doucement contre la fenêtre de la cuisine, je me suis retrouvé à relire une de ces anciennes histoires. C'était à propos d'un homme qui avait perdu sa maison, pas dans un incendie ou une tempête, mais par trahison. Et pourtant, il a écrit, quelque part dans les décombres, j'ai trouvé les fragments d'un moi que j'ignorais avoir égaré. Je lui ai envoyé une phrase. Cette histoire, elle est à moi, même si tu ne le savais pas. Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Alors peut-être que je l'ai écrite pour la bonne personne. C'est étrange comme une personne peut faire partie de votre vie sans jamais franchir votre monde, sans jamais voir votre visage, sans jamais avoir besoin de le faire. Samuel l'était pour moi. Nous n'avons jamais parlé au téléphone, jamais échangé de photos. Il n'avait même pas de photo de profil, juste un cercle gris avec un S, mais il en savait plus sur moi que la plupart des gens qui s'asseyaient à côté de moi lors des réunions du personnel chaque semaine. Il a écrit un jour, nous n'avons pas toujours besoin de quelqu'un pour réparer la blessure. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un pour s'asseoir avec nous pendant que nous saignons. Cette phrase m'est restée. Ces mots ont commencé à remplir le silence de l'appartement. Le matin, avant que le soleil ne perce les stores, je relisais nos messages. La nuit, quand la solitude semblait plus forte que le bruit de la circulation ou le vent, j'attendais que cette petite notification s'allume. Ce n'était pas de la romance. Pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus profond, comme être vu après avoir été invisible si longtemps. Un soir, je lui ai parlé d'une patiente que j'avais perdue, une femme âgée. Complication lors d'un pontage. Rien d'inhabituel, statistiquement parlant, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. J'ai tapé. J'ai eu l'impression de l'avoir laissé tomber. Comme si j'avais bougé juste 5 secondes plus vite, peut-être. Il a répondu, tu ne l'as pas défailli. Tu es resté avec elle au bord de tout. Cela compte plus que nous ne le saurons jamais. Personne ne m'avait jamais dit une chose pareille. Pas mes collègues, pas même Grégoire. Surtout pas Grégoire. Samuel m'a demandé une fois avec prudence si j'avais déjà pensé à écrire quelque chose moi-même. J'ai ri au début. Je recous des artères, pas des phrases. Mais il n'a pas lâché. Tu sais réparer des choses qui étaient censées être impossibles à réparer. Cela demande une vision. Les mots ne sont pas différents. Et plus il le disait, plus je commençais à y croire. J'ai commencé à griffonner dans un carnet que je n'avais pas touché depuis des années. Pas des histoires, juste des fragments, des phrases, des observations, des questions que je ne savais pas comment poser à voix haute. Est-ce toujours une maison si personne n'attend à la porte? Que fait-on quand le pardon ressemble à de la trahison? Pourquoi le silence est-il parfois la cruauté la plus forte? Je ne les partageais pas, pas encore. Mais je les laissais vivre sur la page, ce qui était nouveau. Et chaque jour, j'ai senti quelque chose changer. Pas de façon spectaculaire, pas tout d'un coup, mais comme le lent tournant d'une marée. J'ai recommencé à dormir. Un sommeil profond et sans rêve qui ne se terminait pas par des halètements ou des questions. J'ai arrêté d'éviter les miroirs. Je faisais des détours plus longs pour aller au travail juste pour passer devant les magnolias qui fleurissaient le long de la rue Saint-Paul. J'étais toujours brisé, mais je commençais à reconnaître la forme de la femme sous les dégâts. Puis une nuit,
après une conversation particulièrement franche sur la peur, sur ce que signifie être abandonné, qu'on vous dise que vous n'êtes plus désiré, il a écrit « Je ne pense pas que tu sois brisée, Hélène. Je pense que tu étais juste faite pour porter plus que la plupart des gens. Et maintenant, tu peux enfin décider de ce que tu vas porter ensuite. » J'ai fermé mon ordinateur portable lentement, tenu cette phrase dans ma poitrine comme une bouée de sauvetage et murmuré « Merci » dans la pièce vide. Parce que d'une manière ou d'une autre, même s'il ne pouvait pas l'entendre, je savais qu'il comprendrait. L'idée de le rencontrer me semblait absurde au début. Nous avions gardé tout cela si soigneusement distant, si sûrement ancré dans l'espace entre les phrases, mais après des mois à converser par écran, quelque chose en moi avait besoin de savoir si sa présence était aussi réelle que ses mots. Il faisait froid ce soir-là. Bordeaux ne descend généralement pas en dessous de 0, mais cette nuit-là, le vent venu du port semblait assez vif pour écorcher la peau. Je portais un long manteau de laine et j'ai enroulé mon écharpe 2 fois autour de mon cou. Dans mes mains gantées, je portais un petit thermos de thé. Jasmin, son préféré, l'avait-il mentionné une fois en passant. Nous avions convenu de nous rencontrer sur une petite place, nichée derrière le quartier historique, calme, presque oublié des touristes, avec des bancs usés par le temps et les intempéries. Je suis arrivé en avance. Bien sûr. J'arrive toujours en avance quand je suis nerveuse. J'ai regardé les ombres s'étirer sur les pavés alors que le crépuscule commençait à s'installer. Chaque silhouette qui passait faisait un peu s'arrêter ma respiration. Puis je l'ai enfin vu, grand, légèrement voûté contre le froid, une silhouette mince enveloppée dans un manteau usé qui avait connu trop d'hiver. Ses mains étaient nues, rouges de froid, l'une agrippant la sangle d'un sac en toile batteurde. Son visage était plus vieux que je ne l'avais imaginé, joues creuses, yeux enfoncés qui semblaient avoir vu trop de choses et en avoir dit trop peu. Mais c'était lui. Je l'ai su au moment où nos regards se sont croisés. « Hélène » a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. « Samuel. » Nous avons tous les deux ri, bien que cela soit sorti plus comme de la vapeur que comme un son. Nous nous sommes assis sur le banc, laissant juste assez d'espace entre nous pour respecter les mois que nous n'avions pas remplis de contact. Ce n'était pas gênant. C'était calme, en sécurité. « Je suis presque venu » a-t-il dit après une pause. « Je suis presque venu » ai-je répondu. Il a baissé les yeux sur ses mains. Puis sur le thermos que je lui tendais. « Pour moi. »« Bien sûr » ai-je dit. « Tu m'as sauvé plus de nuits que je ne peux le compter. Le thé est le moins que je puisse faire. » Il a souri alors, petit, fatigué, mais réel. Il a pris une gorgée, a laissé la chaleur s'installer. Pendant les premières minutes, nous n'avons pas dit grand-chose. Juste regarder comment la lumière des lampadaires se réfléchissait sur le trottoir mouillé, mais le silence avec lui n'avait jamais été vide. C'était le genre qui laissait de la place pour respirer. Finalement, il a dit « Tu as l'air plus forte que je ne l'imaginais. » J'ai incliné la tête. « Vraiment ?» Il a hoché la tête, plus triste. Je n'ai pas daigné. Il m'a parlé de sa vie. Des petits morceaux qu'il n'avait pas partagés en ligne. Comment il avait été un auteur publié, rien d'extraordinaire, mais assez pour vivre. Comment une série de mauvaises décisions et de malchance lui avait tout coûté. Sa maison, sa carrière, son mariage. Comment il avait appris à dormir dans des bibliothèques, à manger dans des refuges, à disparaître dans un monde qui prétend s'en soucier. Mais écrire, a-t-il dit, c'était la seule chose qui ne le quittait pas. Alors j'ai continué à le faire, même si personne ne lisait. Moi aussi, ai-je murmuré. Il m'a regardé et pour la première fois j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu auparavant. L'espoir. Pas le genre bruyant. Pas le genre qui brûle, mais le genre qui vacille. Reste. Avant de nous séparer ce soir-là, j'ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. De la nourriture. Un endroit où loger. De l'aide. Il a secoué la tête. Personne ne m'a jamais regardé comme tu le fais. C'est plus que ce que j'ai eu depuis des années. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu ne lis pas seulement mes histoires, Hélène. Tu me vois, et quand quelqu'un te voit vraiment. Il est difficile de faire semblant d'être invisible. Nous nous sommes levés et je lui ai serré son écharpe plus fort autour du cou avant de lui dire au revoir. En m'éloignant, j'ai réalisé quelque chose. Ce soir-là, je ne m'étais pas senti comme une femme qui avait tout perdu. Je m'étais senti trouvé. Cela s'est produit 3 semaines plus tard.
Un samedi matin froid qui avait commencé comme tous les autres. Café tranquille, longue promenade, message de Samuel qui me faisait sourire sans m'en rendre compte. J'étais de garde ce week-end, me préparant pour une intervention pédiatrique quand mon téléphone a vibré encore et encore dans mon casier. Je ne l'ai vérifié qu'après la chirurgie, et quand je l'ai fait, mon estomac s'est serré. Incendie au Café du Port. Une personne blessée, homme, brûlure grave, inhalation de fumée, et en route vers la baie de traumatisme. Il y avait un nom attaché, Samuel Leclerc. J'ai couru. Au moment où j'ai atteint les urgences, il était déjà dans la baie, inconscient, branché à des machines qui hurlaient des avertissements en rythme constant. Ses mains étaient bandées, son visage noirci par la suie. Sa poitrine montait et descendait à un rythme laborieux sous un masque à oxygène transparent. Je me suis tenu figé sur le seuil, mon esprit luttant pour faire correspondre ce corps immobile à l'homme dont la voix je n'avais connu qu'à travers des histoires et des messages et une nuit d'hiver sur un banc de parc. Qu'est-il arrivé ? Ai-je demandé à une infirmière, ma voix plus vive que je ne le voulais. Elle a levé les yeux écarquillés. Il a sorti un enfant du feu, et retourné, et quand il a vu que le garçon était toujours à l'intérieur, l'endroit a pris feu rapidement. S'il n'avait pas agi, ce gamin n'aurait pas survécu. J'ai senti quelque chose se loger dans ma gorge. Samuel. Bien sûr qu'il l'avait fait. Même après tout ce que le monde lui avait pris, il avait couru vers les flammes pour quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. C'était un homme qui croyait que les gens valaient la peine d'être sauvés. Je me suis assise à son chevet pendant des heures, mes doigts reposant légèrement sur son poignet non bandé, regardant chaque léger changement dans ses signes vitaux. Je lui murmurais des choses qu'il ne pouvait pas entendre, ou peut-être qu'il pouvait, que j'étais là, qu'il n'était pas seul, qu'il avait toujours eu de l'importance. Et puis quelque chose d'étrange est arrivé. Plus tard ce jour-là, un homme en manteau ajusté est apparu à la réception de l'infirmière, plus âgé, distingué. Ses yeux ont balayé le sol jusqu'à ce qu'il se pose sur moi, assise au chevet de Samuel. Il s'est approché avec prudence mais avec détermination. « Excusez-moi » a-t-il dit, la voix basse, ferme. « Êtes-vous docteur Dubois ?»« Oui » ai-je répondu lentement. Il a tendu la main. « Juge Richard de Villepin. Je crois que votre ami a sauvé mon petit-fils. » Mon cœur s'est arrêté. Il a tout expliqué. Comment il avait été de l'autre côté de la rue du Café. Comment il avait vu la panique, le feu, les gens fuir. Comment son petit-fils, un garçon de 6 ans nommé Henri, était resté coincé à l'intérieur. Comment il était resté figé sur le trottoir, impuissant. Et puis il a vu un homme se précipiter sans hésitation et en ressortir quelques instants plus tard, portant un garçon toussant et pleurant dans ses bras. J'ai vu votre ami s'effondrer sur le trottoir après avoir remis mon petit-fils aux ambulanciers, a dit le juge doucement. Je ne pouvais pas laisser passer ce moment sans le retrouver, sans le remercier. J'ai regardé l'homme, cette figure puissante qui avait probablement présidé à des centaines de vies dans des salles d'audience, et j'ai réalisé que Samuel venait de changer quelque chose de bien plus grand que lui-même. Le juge a jeté un coup d'œil à travers la fenêtre sur la forme immobile de Samuel. Il ne ressemble pas à un homme auquel le monde a été gentil, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit, mais il a quand même choisi d'être gentil avec lui. Le juge de Villepin s'est alors tourné vers moi, son expression se changeant en quelque chose de plus curieux. Et vous ? Comment le connaissez-vous ? J'ai hésité, puis j'ai dit, honnêtement, il m'a rappelé que je n'étais pas invisible. À un moment où j'avais plus besoin que jamais de croire cela. Pendant un long moment, le juge n'a pas répondu. Puis il a hoché la tête. Je voudrais faire quelque chose, a-t-il dit enfin. Pas seulement pour dire merci, mais parce que des gens comme lui et comme vous méritent plus qu'un simple merci silencieux et un prompt rétablissement. Et je ne le savais pas alors, mais ce moment allait devenir le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurions pu imaginer. Il a appelé le lendemain. Le juge de Villepin. Je venais de rentrer après avoir vérifié Samuel. Il était toujours inconscient mais stable lorsque mon téléphone a sonné. Sa voix était calme, directe, mais pas un quin. J'ai réfléchi à notre conversation, a-t-il dit, et j'ai fait quelques recherches. Votre affaire de divorce, a-t-il poursuivi, est truffée de lacunes procédurales. Des documents de procuration signés sans conseil adéquat, des transferts financiers effectués pendant que vous étiez sous la contrainte, même cette concession de terrain, légalement discutable au mieux. Je me tenais dans ma minuscule cuisine, une main appuyée sur le comptoir, l'autre agrippant le téléphone comme s'il pouvait disparaître.
La bouilloire sifflait derrière moi, mais je n'ai pas bougé. Vous pourriez avoir des motifs d'appel, docteur Dubois, a-t-il dit. Si vous souhaitez le poursuivre, je peux vous aider à vous connecter avec les bonnes personnes, vous guider tout au long du processus. Ma bouche est devenue sèche. Un appel, une seconde chance. Ma première réaction ne fut pas l'espoir. Ce fut la peur. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de clarté. Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau au chevet de Samuel. Il était toujours sédaté, sa respiration soutenue par des machines, les brûlures sur ses bras maintenant cachées sous des pansements stériles. J'ai regardé le bip régulier de sa fréquence cardiaque, la montée et la descente calme de sa poitrine, la façon dont même maintenant, inconscient, il semblait tenir pour quelqu'un d'autre. « Tu as failli mourir », ai-je murmuré, en brossant un morceau de cheveux taché dessus de son front. « Tu serais mort pour un enfant que tu n'as jamais rencontré. » J'ai pensé à Grégoire, à l'offre du juge, à la salle d'audience qui m'avait autrefois vidé de l'intérieur. Et puis j'ai pensé à Samuel et à ce qu'il aurait dit. Il m'avait dit une fois que faire la bonne chose ne dépendait pas de si cela faisait mal. Il s'agissait de savoir si l'on pouvait vivre avec soi-même si on ne le faisait pas. L'après-midi suivant, il s'est réveillé. Juste un instant, ses paupières se sont ouvertes, sèches et égarées, se fixant sur les miennes comme si cela demandait toutes ses forces. Je me suis penché, essayant de ne pas pleurer. « Samuel », ai-je murmuré. « Tu vas bien. Tu es en sécurité. » Ses lèvres bougeaient à peine. « Tu es resté. » « Je le ferai toujours. » Plus tard ce soir-là, je lui ai tout raconté à propos du juge, de l'appel, du passé qui ne voulait pas lâcher. « Je ne sais pas si j'ai la force », ai-je admis. Je pensais avoir tout laissé derrière moi. « Et si je perds à nouveau ?» Il a tourné lentement la tête vers moi. Sa voix était rauque, faible, mais indubitable. « Tu te bats pour tous les autres, Hélène. Pour les patients, pour des étrangers, pour moi. » Il a toussé, puis s'est arrêté avant de continuer. « Mais toi ? » Tes yeux étaient vitreux, ta peau pâle. Mais il y avait une férocité en lui qui me faisait m'asseoir plus droite. « Batte-toi pour toi cette fois. Juste une fois. Tu n'as pas à gagner du tout. Tu n'as qu'à arrêter de le laisser définir ce que tu as le droit de garder. » J'ai tenu sa main dans les deux mains. Et à ce moment-là, la peur n'a pas disparu, mais elle a arrêté d'être plus forte que ma volonté. J'ai appelé le juge de Villepin le lendemain matin. Ma voix tremblait à peine quand j'ai dit « Je suis prête ». Et juste comme ça, le chemin que je pensais avoir enterré s'est rouvert. Il a organisé une rencontre dans son bureau 2 jours plus tard. Niché dans un ancien bâtiment du palais de justice avec des planchers qui craquaient et une odeur de papier et de polish. Là, il m'a présenté un avocat nommé Yvan Moreau. Fin de la cinquantaine, des mèches grises aux tempes, des yeux calmes qui ne clignaient pas souvent. Le genre d'homme qui lisait les dépositions comme des romans et faisait plus confiance aux détails qu'aux déclarations. « J'ai examiné votre dossier », a dit Yvan calmement. « Ce ne sera pas facile, mais c'est gagnable. » J'ai expiré comme si j'avais retenu ma respiration pendant 1 an. Il m'a guidé à travers le processus d'appel, les formalités administratives, les délais, la nécessité de nouvelles preuves. Il était honnête. Cela prendrait des mois, peut-être plus. L'équipe juridique de Grégoire était polished, connectée. Ils avaient bâti leur dossier avec soin. « Mais vous avez quelque chose maintenant que vous n'aviez pas avant », a dit Yvan. « Vous avez des gens de votre côté, des gens qui regardent, un juge prêt à parler, et la vérité. » Cela semblait simple, mais cela donnait l'impression d'être révolutionnaire. J'ai passé les semaines suivantes plongées dans de vieux dossiers, des agendas, des copies de relevés bancaires que je n'avais pas regardés depuis que Jules était parti pour l'université. J'ai rencontré Yvan tous les mardis après-midi dans un coin tranquille d'un café du centre-ville. Il posait des questions précises. Je donnais des réponses précises. Chaque fois que j'ouvrais un tiroir, un autre souvenir tombait. Les reçus de notre voyage d'anniversaire à Florence, la liste manuscrite que Grégoire et moi avions faite en décidant d'avoir un 2e enfant, les lettres que mon père avait écrites avant de mourir, me laissant le terrain de Beaumont avec une seule instruction. Ne le lâche que si tu n'as plus besoin de racines. Certaines nuits, je rentrais trop épuisé pour manger. J'enlevais mes chaussures et me laissais tomber dans le fauteuil, chaque cellule endolorie par le poids de tout ce que je déterrais. Et à chaque fois, sans faute,
Samuel envoyait un message. « Comment va ton avocat » m'a-t-il demandé une fois. « Toujours sain d'esprit. »« À peine » ai-je répondu. Mais il écoute mieux que la plupart des thérapeutes. C'est prometteur. S'il prend sa retraite un jour, je suis prêt à reprendre le flambeau. Je sais porter un beau costume et froncer les sourcils dramatiquement au tribunal. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des jours. La guérison de Samuel était lente mais régulière. Les bandages sur ses mains avaient été retirés. Les brûlures s'étaient estompées en cicatrices pâles et brillantes. Il marchait avec une légère boiterie, mais il se tenait plus droit maintenant, plus droit. Nous nous rencontrions souvent au parc et dans des librairies calmes, parfois à mon appartement, où je cuisinais, et il prétendait ne pas juger mes choix d'assaisonnement. C'était lui qui me gardait les pieds sur terre. « Tu sais » a-t-il dit un soir, me regardant souligner un document pour la 4e fois. « Tu n'as jamais demandé à Grégoire d'être moins que ce qu'il était. Tu as juste cru qu'il n'utiliserait jamais ta confiance comme une arme. » J'ai levé les yeux. « Maintenant, il est temps d'utiliser cette même force pour toi. » J'ai hoché la tête, non pas parce que je croyais que j'allais gagner, mais parce que pour la première fois, je savais que je méritais d'essayer. 6 mois après que le juge de Villepin ait proposé de rouvrir mon dossier, l'audience a finalement été fixée. Le matin de l'audience, je me suis habillé lentement. Costume bleu marine foncé, talons bas, pas de maquillage au-delà de ce qui était nécessaire pour que l'épuisement ne transparaît pas. Je me suis tenu devant le miroir et j'ai pratiqué ma respiration. Pas mon témoignage, pas mes arguments, juste ma respiration. Inspire. Retiens. Expire. Dehors, le jour de l'audience, l'air était épais d'humidité malgré l'heure matinale. Le printemps de Bordeaux était arrivé trop tôt, et je pouvais le sentir pressé contre ma clavicule. Le juge de Villepin était déjà à l'intérieur. Il ne présiderait pas. Ce serait un autre juge. Mais sa présence signifiait toujours beaucoup. Yvan marchait à mes côtés, sa mallette à la main, calme comme un lac. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu Grégoire. Il avait l'air soigné. Calme, suffisant, même, vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure, les cheveux soigneusement coiffés. Il ne m'a même pas regardé, a juste fait un signe de tête à son avocat comme pour confirmer une réservation de dîner. Je me suis assise en face de lui. Pendant une seconde, j'ai senti mes forces m'abandonner. Cet ancien instinct familier de me recroqueviller en sa présence, de douter, de sursauter devant sa froideur. Mais ensuite, j'ai regardé juste au-delà de lui, juste une seconde, et j'ai vu Samuel debout tranquillement au fond de la salle, les bras croisés, les yeux fixés sur les miens, et je me suis souvenu qui j'étais maintenant. Les procédures ont commencé. L'équipe de Grégoire a bougé la première, comme la dernière fois. Ils étaient nets, professionnels et cliniques. Ils ont présenté les signatures, les horodatages, les précédents juridiques, et ont soutenu que tout était documenté, vérifié et non contestable. Ils ont fait croire que j'avais consenti à être effacé. Puis Yvan s'est levé. Il n'était pas théâtral, pas bruyant, juste précis. Il a guidé le tribunal à travers les incohérences, les transferts financiers effectués les jours où j'étais en chirurgie, les documents déposés sans signature de témoin, les comptes déplacés pendant des périodes de coercition émotionnelle, y compris la semaine des funérailles de mon père. Il a souligné des divergences subtiles dans les signatures, montré des preuves que bon nombre des autorisations légales avaient été glissées dans des documents anodins que j'avais signés en pensant qu'il s'agissait de déclarations fiscales de routine, et puis il a joué un enregistrement audio, un message vocal de la parajuridique de Grégoire, accidentellement sauvegardé sur un ancien disque. Elle ne saura même pas ce qu'elle a signé. Assurez-vous juste que ce soit enterré avec les autres. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Grégoire a changé. Pas entièrement, mais suffisamment. Sa mâchoire s'est crispée, ses doigts ont tapoté sur le bureau. Le juge s'est tourné vers moi. « Docteur Dubois, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Je me suis levé lentement. Mes genoux tremblaient, mais ma voix était claire. « J'aimais mon mari, ai-je dit. J'ai cru en lui. Je n'ai jamais imaginé que cette confiance serait utilisée contre moi. Je n'ai pas demandé plus que ma part. J'ai demandé de l'équité. Et ce que j'ai reçu, c'est une trahison déguisée en paperasse. » L'avocat de Grégoire a objecté quelque chose sur la manipulation émotionnelle, mais le juge m'a laissé terminer. « Je ne suis pas ici pour le punir », ai-je poursuivi.
Je suis ici parce qu'aucune femme ne devrait voir sa vie volée par l'homme qui lui avait autrefois promis de la protéger. Le juge a baissé les yeux, a parcouru des papiers et a demandé aux deux parties de rester silencieuses pendant qu'ils délibéraient. 5 minutes. 5 minutes déchirantes. Et puis il a levé les yeux. Sur la base des preuves fournies, a-t-il dit d'une voix ferme, ce tribunal constate que la division initiale des biens a été effectuée avec l'intention de fraude. Une inversion est accordée par la présente. Les actifs doivent être redistribués conformément à l'équité maritale. Cela incluait le terrain de Beaumont, la moitié des comptes d'investissement, et un audit formel de chaque transfert financier qu'il avait initié au cours des 2 dernières années. Je n'ai pas entendu le reste. Tout ce que j'ai entendu, c'est le tonnerre du sang qui affluait à mes oreilles, le tremblement de mes mains alors que le soulagement inondait chaque nerf. Yvan a posé une main discrète sur mon épaule. J'ai regardé en arrière. Samuel souriait. Grégoire, en revanche, ne souriait pas. Sa contenance s'est fissurée. Il s'est tourné vers son avocat, chuchotant furieusement, mais personne n'écoutait. Cette fois, personne ne l'écoutait, car cette fois, la salle m'avait entendu. Plus tard, j'ai appris d'une ancienne collègue que la réputation de Grégoire avait pris un coup. Certains de ses patients ont demandé à être transférés. Son nom, autrefois prononcé avec admiration dans les couloirs chirurgicaux, résonnait maintenant avec un jugement silencieux. Il avait gagné le jeu des apparences jusqu'à ce que la vérité n'apparaisse dans les transcriptions judiciaires. Je suis sorti de cette salle d'audience, non pas seulement avec une décision, mais avec mon nom restauré. Pendant des mois, j'avais marché la tête basse, les épaules rentrées comme si je m'excusais de quelque chose que je ne comprenais pas. Mais ce matin-là, pour la première fois depuis près d'1 an, je me suis tenu droite, pas en colère, pas fière, juste entière. Samuel m'a rencontré sur les marches du palais de justice. Il n'a rien dit au début, m'a juste tiré dans une étreinte qui ressemblait plus à un atterrissage qu'à une célébration. « Tu l'as fait ?» a-t-il murmuré. « Non » ai-je dit, en me reculant, souriant. « Nous. » Je suis retourné au travail le lendemain. Pas de fanfare, pas d'annonce, juste mon nom de retour sur la carte d'identité, mon manteau de retour sur le crochet devant le bloc opératoire, mes mains de retour là où elles appartenaient au milieu de quelque chose de délicat et de vital. Cette semaine-là, j'ai clos 3 cas, 2 reconstructions de membres réussies, une réparation vasculaire à haut risque. Mon équipe chirurgicale n'a pas dit les choses à voix haute, mais ils ont senti le changement. Je l'ai vu dans la façon dont ils me regardaient. Pas avec pitié, pas avec gêne, mais avec reconnaissance. Ils ne m'avaient pas perdu. J'avais juste pris un peu de recul, et maintenant j'étais de retour. Quelques jours plus tard, j'ai été appelé au bureau du chef de chirurgie. Docteur Hervé Duval, un homme plus connu pour son silence sévère que pour ses compliments chaleureux, se tenait derrière son bureau avec un rare éclair de sourire, tirant au coin de sa bouche. Nous avons examiné certains changements dans la structure du département, a-t-il commencé. Je me suis préparé. Et nous aimerions que vous envisagiez de diriger l'unité de microchirurgie reconstructive. C'est à vous si vous le voulez. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Êtes-vous sûr, ai-je demandé, non pas par doute quant à mes compétences, mais par incrédulité quant au timing. Il a hoché la tête. Personne d'autre en qui j'ai plus confiance. Et franchement, après tout ce que vous avez vécu, je pense que l'équipe pourrait avoir besoin de quelqu'un qui se souvient de ce que signifie vraiment le combat. J'ai quitté son bureau, la lettre d'offre encore serrée dans ma main. Ce soir-là, j'ai raconté cela à Samuel pendant le dîner. Pâte mal cuite, mais aucun de nous ne s'en souciait. « Tu vas l'accepter, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, la lumière des bougies vacillant entre nous. J'ai déjà dit oui. Il a souri. « Bien, » a-t-il dit. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de titres. Il a besoin de leaders qui ont un peu saigné. Ces mots m'étaient restés. Grégoire n'a jamais pris contact. Peut-être par fierté. Peut-être par honte. Ou peut-être que certaines personnes disparaissent simplement quand leur masque tombe. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à façonner le département en quelque chose de nouveau, quelque chose d'humain. J'ai restructuré les rotations de travail pour que le personnel junior puisse dormir. J'ai installé une petite bibliothèque dans la salle de pause remplie à moitié de textes médicaux, à moitié de fiction que Samuel m'avait aidé à choisir. J'ai programmé des rencontres mensuelles, pas des évaluations, juste des conversations.
Guérir les gens demande plus que des compétences. Cela demande de la présence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'en avais à donner. Je ne travaillais plus pour fuir la douleur. Je travaillais à partir d'un lieu de clarté, d'une identité retrouvée. Chaque matin, en me tenant dans la salle d'opération et en enfilant mes gants, je sentais quelque chose de familier s'installer dans ma poitrine. Pas une obligation, pas une survie, un but. Et cette fois, il m'appartenait entièrement. La première fois que Samuel a mentionné écrire un livre, c'était à peine plus qu'une pensée passagère. Nous étions assis dans un petit café près de la place de la Bourse, en début de soirée, la ville s'estompant en or doux et violet. Le livre de Samuel était sorti depuis 2 mois. Il était toujours mal à l'aise lorsque les gens le reconnaissaient, minimisant toujours l'impact de ce qu'il avait créé. Mais je pouvais le voir dans sa posture, la façon dont il se tenait plus droit maintenant, la façon dont il entrait dans les pièces comme s'il y appartenait. Tu te demandes jamais, ai-je dit, en remuant du miel dans mon thé. Combien de personnes comme nous sont là en ce moment? Il a levé les yeux. Tu veux dire des gens qui étaient à une conversation près de renoncer? Une main loin de tomber dans les fissures. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, oui, je me le demande chaque jour. Et c'est là que j'ai compris. Il ne suffisait pas de reconstruire nos propres vies. Pas quand nous avions été portés par le hasard, par la grâce, par la gentillesse obstinée de quelques bonnes personnes. Pas quand nous savions d'expérience à quel point il était facile de disparaître. Et si nous bâtissions quelque chose, ai-je demandé. Pas juste un don, quelque chose de durable, un endroit où les gens qui ont perdu leur équilibre peuvent être vus à nouveau. Il a incliné la tête. Un fond, une fondation, ai-je dit, le mot me surprenant même moi pendant une seconde. Pour les secondes chances. Samuel n'a pas cligné des yeux. Il a juste hoché la tête. Et juste comme ça, la fondation du Bois Leclerc est née. Nous avons commencé sans rien, juste le nom. Mais ce nom portait du poids. Avec les conseils du juge de Villepin, nous avons déposé les documents, structuré le conseil d'administration, rassemblé des alliés. Je me suis occupé de la logistique juridique, des dépôts de sociétés à but non lucratif, des appels aux donateurs potentiels et aux administrateurs d'hôpitaux. Samuel a rédigé le langage, les subventions, les énoncés de mission, les appels à candidature. Ces mots étaient toujours l'encre. Notre objectif était simple, soutenir les personnes qui étaient tombées à travers les mailles du filet. Pas seulement financièrement, émotionnellement, professionnellement. Les gens qui avaient perdu leur maison, leur emploi, leur réputation, les personnes en rétablissement, les personnes qui recommençaient. Les gens qui, comme nous, pensaient autrefois qu'ils étaient invisibles. Nous avons lancé une plateforme pour les artistes, les écrivains, les soignants, toute personne ayant une voix et un besoin d'espace pour l'utiliser. Nous avons établi des partenariats avec les collèges communautaires pour offrir des allègements de frais de scolarité. Nous avons créé des programmes de mentorat, des ateliers juridiques, des subventions d'urgence. En 6 mois, nous avons eu nos 10 premiers bénéficiaires. Je me souviens de la cérémonie de remise des prix, un petit auditorium à la bibliothèque du centre-ville, modeste mais plein de lumière. Les 10 se tenaient sur scène. Certains tremblaient, d'autres rayonnaient, tous changés. Pas à cause de l'argent, mais parce que quelqu'un les avait regardés et leur avait dit « Nous vous voyons. Nous croyons en votre demain ». Une jeune femme, une dramaturge en herbe qui avait dépassé l'âge du foyer, s'est tenue au micro avec des larmes dans les yeux et a dit « Je pensais que j'avais raté ma vie. Merci de me l'avoir rendue ». J'ai regardé Samuel, assis à côté de moi au premier rang, et j'ai vu cela dans son visage. Fierté, humilité. « Oh, je ne pensais pas que nous arriverions là », a-t-il murmuré. Nous n'y sommes pas arrivés, ai-je murmuré en retour. Nous avons construit ici. Et j'ai réalisé que c'était cela l'héritage, pas les verdicts ou les best-sellers ou même les ailes d'hôpitaux. C'était la portée, l'impact silencieux et ondulant de la guérison rendue visible. Et tout a commencé par un murmure dans une salle d'audience et quelqu'un d'assez courageux pour y répondre. L'appel est venu un jeudi soir, juste au moment où je fermais le bureau. Mon téléphone a vibré 1 fois, puis 2 fois. C'était Jules. Il appelait rarement pendant la journée de travail, encore moins 2 fois. Mon cœur s'est accéléré. Maman, a-t-il dit, essoufflé. Tu vas vouloir t'asseoir. J'ai ri nerveusement. Tu n'es pas en difficulté, n'est-ce pas? Non, non, a-t-il gloussé. Au contraire. Je
Eh bien, tu vas être grand-mère. Silence et souffle. Le genre qui gonfle profondément dans la poitrine avant que les larmes ne puissent suivre. Oh, ai-je murmuré. Oh, Jules. Il y avait tant de choses que je voulais dire à ce moment-là. Tant de souvenirs de lui enfant. Premier pas, je nous ai raflé, la fois où il m'a demandé à 7 ans si j'aimais plus être sa mère que d'être médecin. Je me suis souvenu avoir dit, oui, mais tu me rends meilleur dans les deux. J'ai raccroché et je suis resté seul dans le couloir sombre, la main sur mon cœur comme s'il allait éclater de chaleur. Quand j'ai raconté à Samuel, il a juste souri et dit, elle va être une petite chanceuse. Elle, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il haussé les épaules. Juste une intuition. Nous avons commencé à faire des plans. De petits d'abord. Un week-end à Aix-en-Provence. Une cabane près des Alpes. Juste nous deux, le feu et le silence. Pas le genre solitaire, mais celui que nous avions gagné. Samuel a suggéré l'Europe ensuite. Tu as recousu des gens pendant 3 décennies, a-t-il dit un soir. Je pense que tu mérites un peu d'Italie. Il écrivait à nouveau, pas seulement pour lui-même maintenant, mais pour d'autres. Son 2e livre était déjà en cours de révision, et il était invité à parler dans des écoles et des centres communautaires. Il n'aimait pas les projecteurs, mais il avait appris à laisser son histoire être une porte plutôt qu'une blessure. Quant à moi, j'ai continué à diriger mon département, à encadrer de nouveaux chirurgiens, à faire de la place pour le repos et le souffle dans un système qui oubliait souvent les deux. Je ne travaillais plus pour fuir. Je travaillais parce que je pouvais choisir de le faire, parce que cela me remplissait, ne me consumait pas. Et chaque soir, quelle que soit la longueur de la journée, je rentrais dans un homme qui préparait du thé sans demander, qui laissait le silence s'étirer sans avoir besoin de le fixer, qui me rappelait simplement en restant que l'amour n'arrive pas toujours dans le feu. Parfois, il grandit dans les cendres. Un soir, des mois plus tard, nous étions assis sur notre petit balcon sous les étoiles de Bordeaux, la ville bourdonnant doucement en arrière-plan. J'ai posé ma tête sur son épaule et il a entrelacé ses doigts avec les miens. Tu as jamais pensé, a-t-il murmuré, que la vie ressemblerait à ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que non, je ne l'avais pas fait. Je n'avais jamais imaginé qu'être brisé pouvait être la chose même qui me rendait entière. Je n'avais jamais imaginé que perdre tout deviendrait la porte pour trouver non seulement quelqu'un d'autre, mais moi-même. Je l'ai regardé, son visage marqué mais chaleureux, ses yeux toujours pleins d'un feu silencieux. Non, ai-je dit, mais je pense que c'est exactement comme cela que cela devait se passer. Et tandis que les étoiles clignaient au-dessus de nous et que la brise portait l'odeur du sel de mer et du jasmin dans la ville, que nous appelions maintenant tous les deux chez nous. Je savais que ce n'était pas un 2e chapitre. C'était l'histoire que j'étais censé vivre, celle que j'avais choisi d'écrire de ma propre voix. Et cette fois, personne ne m'effacerait de la page.